what a day! What a lovely day! Je suis l'aigle de la route! Just walk away, and I spare you lives. Master Blaster runs Bartertown. It was hard to know who was more crazy. Me or everyone else. Bonjour et bienvenue dans Saga, le podcast qui parle de cinéma et de ses suites. Je suis Noah et je suis aujourd'hui en compagnie de... Axel. Ça commence très mal parce que je viens de faire un... C'est pas grave Axel, t'inquiète pas. c'est mon premier podcast, hein, donc faudra supporter ça. Faudra être indulgent. Moi c'est pas mon premier, mais faudra être indulgent aussi. Aujourd'hui, pour ce premier numéro, nous allons parler de la saga Mad Max. 4 films qui donnent 6h50 de visionnage, et donc c'est pas mal 6h50. Déjà, je tiens à préciser que ça a été plus ou moins imposé par moi. Ouais, c'est imposé, non, mais c'était un choix qui t'était cher. Ouais, on avait toute une liste, allez, je suis arrivé en disant « Ah bah on fait Mad Max ouais. Tout de suite. J'ai un peu imposé le truc quand même. Bonne idée, parce que Mad Max, une saga très intéressante, comme vous allez le voir au fil de cet épisode. Donc Mad Max, saga réalisée par George Miller, donc réalisateur australien. Ouais, à ne pas confondre avec George Miller, qui est un joueur de polo britannique, ou alors un homme politique américain, ou alors un musicien et vidéaste australien aussi, ou alors le réalisateur de l'Histoire sans fin 2, parce que là, on parle bel et bien de George Miller, réalisateur des 4 Mad Max, ainsi que de Happy Feet et Babe. Un cochon dans la ville. Un cochon dans la ville, mais ça, on en reparlera un peu plus tard. C'est ultra hétéroclite, hein, quand même, ce qu'il a réalisé. Bah, c'est la carrière basique du réalisateur. Mais pour le coup, je disais un truc qui disait que à chaque fois sur ces films, il y a un sens de lecture un peu punk. Ah ouais, même sur Babe. Ouais, même sur Babe. J'ai pas vu Babe depuis longtemps pour me rendre compte qu'il y avait un côté un peu punk. Mais si tu le dis. C'est très punk, hein, les cochons. Hein. Ouais, bah ça m'étonne pas. Donc tu vas nous présenter George Miller. Ouais, on va commencer par ça, je pense. On va parler de George Miller, de son vrai nom, Yorgos Miliotis. Oui, j'ai vu ça, ouais. Moi je trouve ce Yorgos, c'est un beau prénom, mais ouais, il aurait pu le garder. C'est d'origine grecque, je crois. Ah, ça m'étonnerait pas. Mais... Ça a la consonance grecque. Ouais. Et je sais pas pourquoi il a anglicisé, c'est ça, hein, anglicisé ouais. son nom. Je me demande pourquoi. Faudrait lui demander, mais je l'ai pas sous la main là. Qui est réalisateur, scénariste et producteur de cinéma australien, qui est né en 1945. Il a d'abord fait quoi dans sa vie, Axel ? Alors, il a été médecin urgentiste, et on va voir que ça a un gros impact sur Mad Max et ses suites. On va l'expliquer un peu au fur et à mesure. Il a grandi aussi dans un milieu rural, très désertique. Donc, là aussi, gros impact sur la saga. Je crois qu'on le voit, ouais. Donc il y a ça qui va être intéressant à en parler, et surtout la période où il a été médecin, parce que ça a impacté donc à la fois sur le côté artistique, mais c'est aussi sur la réalisation et sur ses deniers personnels, parce que il y a une petite anecdote qui est sympa, je reviendrai dessus après. D'accord, waouh, j'ai hâte de voir ça du coup. Il s'oriente de cinéma vers 1971, quand il écrit et réalise un court-métrage qui remporte d'ailleurs 2 prix aux Australian Film Institute Awards. Donc on a le même nom, c'est Violence in the Cinema. Ah, moi j'ai hâte de cinéma. Donc, Ah, il y a quelqu'un qui se trompe, mais... je sais pas. C'est peut-être Wikipédia ou non, peut-être pas. Ouais, non, c'est toi qui te trompes. Je te mets ça sur le dos direct. D'accord, il n'y a pas de souci. Et donc, à la suite de ça, on va en venir directement au fait. Hein. Ouais, parce que, justement, Mad Max, la genèse, c'est qu'il a d'abord donc proposé... justement, il s'est dit, on va pas proposer le film Mad Max, donc un peu l'équivalent du CNC australien, parce qu'il savait que ça allait pas être pris dès le début. Ouais. Donc déjà, il savait qu'il y avait un petit côté un petit peu violent. Ouais. Donc la violence, on y reviendra dessus plus tard. Et donc déjà, il a pas proposé ce film-là tout de suite donc à l'Australie,
à ceux qui, l'État australien qui délivre l'argent pour les films. Donc il a finalement préféré demander le financement de ce film au producteur historique de la saga Mad Max. De Byron Kennedy. Donc, historique sur les 3 premiers épisodes, non? Les 2 premiers. Mais ça, on en parlera plus tard. Mais ensemble, ils ont fondé la société Kennedy Miller Productions. D'accord. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que Mad Max, c'est une idée originale. C'est pas repris d'une nouvelle ou de quoi que ce soit. Donc, on est sur un film australien d'anticipation dystopique. Alors, c'est très long la définition. Alors, australien d'anticipation dystopique, road movie, science-fiction, post-apocalyptique. C'est l'intitulé que vous pouvez trouver sur Wikipédia. Donc, il est sorti en 1979 en Australie. Donc, le script original est de James McCausland, j'espère que je le prononce bien, et il a été adapté par Miller et produit par Byron Kennedy. C'est ça, hein? Donc, la structure narrative, elle est un peu dans le style western. Je vais revenir là-dessus parce qu'il y a de l'imagerie aussi western. On va en revenir en déroulant un peu le film. Donc, c'est un film de 88 minutes avec Mel Gibson, Joanne Samuel et Hugh Case Byrne. Alors, je ne sais pas le prononcer non plus. J'espère que je ne me trompe pas trop. Et c'est un acteur très important parce qu'il sera dans l'épisode 4. On en reparlera après. Donc, pour résumer très rapidement, donc c'est une histoire d'amour et de vengeance sur fond de société violente où la criminalité est en forte augmentation et le chaos se répand. Merci Wikipédia pour cette belle formulation, parce que c'est bien dit quand même. Alors, chose importante, c'est un des plus gros succès financiers pour un film australien. Et même ça a longtemps été le film le plus rentable de l'histoire. Et les chiffres ont une grosse importance parce qu'après, l'épisode suivant, on va voir qu'il y a des chiffres aussi qui ont battu des records. Donc, le rôle de Mad Max, il est tenu par Mel Gibson, qui était totalement inconnu. Et qui était même pas venu à l'audition dans le but d'avoir un rôle, mais qui était venu pour accompagner sa sœur qui auditionnait, et il s'était battu dans un bar la nuit d'avant. Et donc, en fait, c'est désavantageux le fait qu'il soit battu dans un bar, mais qu'ils lui ont dit de revenir plus tard. Mais le mec, déjà, était sulfureux. Je veux dire, il était déjà sulfureux avant de commencer à être célèbre, parce que bon, on sait que Mel Gibson, il y a eu pas mal d'histoires autour Mel Gibson. Mel Gibson. Je sais. Très belle ironie. Et Mel Gibson, on sait qu'il y a eu. C'est quelqu'un d'assez sulfureux. Même avant d'être connu, le mec était déjà un petit peu. Mais on en reparlera dans notre épisode sur l'arme fatale. Alors ça c'est du teasing à l'américaine, clairement. Donc déjà il y a une première chose qui est intéressante avec cette saga, c'est qu'on part d'un acteur qui est totalement inconnu et qui au 3e épisode va être ultra bankable à l'époque, quoi. C'est dingue. Enfin vraiment, c'est 2 ans après, je crois, l'arme fatale. Après le 3e épisode. C'est possible. L'arme fatale, c'est 2 ans après. Et donc, voilà. Donc déjà, il y a ce point qui est intéressant. C'est qu'on commence avec un acteur qui est connu de personne. Et d'ailleurs, c'est intéressant aussi le fait qu'il soit inconnu au bataillon. C'est que à l'époque, le trailer pour annoncer le film... C'était que des scènes d'action. Il n'y avait pas du tout le personnage principal de Max n'était pas du tout mis en avant. Alors j'ai lu cette anecdote donc, un peu sur le 2e film, un peu sur le premier. Donc je pense que vraiment c'est attrait au premier. Alors c'était aux États-Unis. Surtout aux États-Unis. En Australie, apparemment, ils commençaient déjà à percer. Bon, je sais pas trop. Là pour le coup. Oui, parce que sur le second film. J'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, parce que sur le second film... bien vu. Bien joué. Sur le second film, d'ailleurs... Attends, est-ce que je vais vérifier si c'est pas genre récurrent, sinon ça va être chiant. C'est fou, l'agacement. Non, c'est un scooter. Parce que les scooters passent sur le trottoir. Donc sur le second film. Donc parce que sur le second film... il me semble qu'aux États-Unis, le second film ne s'est pas appelé Mad Max 2, mais Mad Max, le titre Road Warrior, c'est celui-là ou... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, Road Warrior. Il s'est juste appelé Road Warrior, parce que Mel Gibson, même avec le succès de Mad Max 1, n'était toujours pas assez connu. Enfin, du coup,
En même temps, Voilà. Mel, ça peut être facile à... C'est pas, ouais, Le faut bon- le porter, quoi. Le bon Mel. Donc, on va repartir vraiment de la genèse. Donc, comme on disait tout à l'heure, George Miller était médecin urgentiste. C'est Ouais. important, urgentiste, hein, donc, Bah. à Sydney. Mhm. Il a vu beaucoup de blessures et de décès donc, à ses débuts. Ouais. Et il explique d'ailleurs plus tard que c'est un peu cette violence non dite, parce que lui il voit pas les accidents, il voit Mhm. juste les gens arriver après. Et Mhm. c'est cette violence un peu non dite qui va beaucoup influencer les films Bien sûr. et les accidents. Et d'ailleurs il y a beaucoup de références à ça. Il y a d'ailleurs dans le premier épisode, à chaque fois qu'il y a un accident qui arrive, il y a ces sortes de gros yeux globuleux. Ce truc un peu Ouais. bizarre là. Alors ça m'avait traumatisé quand j'étais môme. Ah ouais? Ouais, parce que je l'ai vu, je sais pas, j'ai vu, je devais avoir 8-9 ans, Mhm. le premier Mad Max. Enfin non, j'ai vu les trois d'un coup. D'accord. Et vraiment, ça m'avait trauma, c'est les gros yeux là qui sortaient de leur orbite. Et donc, bon, on reviendra là-dessus plus tard. Et il parle d'ailleurs dans une interview, on a George Miller qui dit que justement sur Mad Max 1, il était obsédé de la sûreté toute la sécurité qu'il pouvait y avoir autour du film parce que donc dû à son expérience du coup de médecin urgentiste et que en Australie à cette époque ils avaient des longues routes et des gens qui allaient à toute allure. Et en plus de ça, ils avaient ni airbag ni ceinture de sécurité. Bah oui, Donc il avait perdu beaucoup d'amis dans des accidents de voiture. Et c'était très important pour lui, ce côté sécurité dans ce film qui... Mais d'ailleurs, enfin, moi, je me suis dit au début, c'est quoi? C'est un mix entre un truc punk et un truc... Moi, je me suis dit, c'est un clip pour la sécurité routière de 1h30 en fait. Ouais, bah... Clairement, non mais clairement, au début, tu te dis, c'est ça. Et avec des personnages punk. Vraiment, c'est l'impression que ça donne. Donc ça, c'est la grosse source d'inspiration, vraiment la violence sur la route. D'ailleurs, il y a des termes qui reviennent. Alors, j'ai plus exactement les termes. Il y a. Alors, c'est en regard. Parce que moi, j'ai vu le film en VOSTFR. Et il y a des termes un peu. Bon, alors, c'est de l'époque, mais genre les bandits de la route ou les. Qu'est-ce qu'il y avait C'est dommage, j'arrive pas à retrouver comme ça. C'est pas grave. Je pense qu'on coupera ça. Ouais, tu couperas et du coup, tu reformuleras ta phrase. Tu la recommenceras, quoi. De manière. Alors, voilà. Donc effectivement, la violence sur la route, elle est assez bien décrite dans le film, parce qu'il y a des termes qui reviennent comme mégalo du volant. Vraiment, il y a des termes vachement guindés. Ça m'a fait rire, c'est très punk. Il y a des fois, il y a des mots assez crus, on va dire, pour l'époque. Et il y a vraiment des trucs assez guindés comme ça. Mégalo du volant. Il y a le mot punk qui revient en parlant de la route. Enfin voilà, donc déjà, il y a aussi une réplique qui a, donc c'est un moment où le personnage de Max arrive dans un garage et le garagiste lui dit, comme dit la pancarte, vitesse égale argent. Donc il y a vraiment, ça donne l'impression que tu es sur un film institutionnel sur la vitesse sur la route et la mort, quoi. Bon. Ce qui n'est pas... je sais pas. J'arrête cette phrase dès à présent. Il y a aussi, vers la fin, on n'a pas décrit le film encore. Non, mais c'est pas, en vrai, c'est pas très grave. Est-ce que tu veux qu'on fasse un... Parce que moi, je pense... Est-ce que tu veux qu'on fasse un déroulé du film vite fait ou pas? On le fait ou pas? C'est juste qu'il faut savoir si on le fait ou pas. Si on le fait, on le fait, mais si on le fait pas, on le fait pas. Moi, je me sens pas capable de le faire. Je me sens pas capable de le faire non plus. D'accord. Bon, on le fait pas. Non, on le fait pas. En gros, on parle de... Donc, je sais pas si c'est très gênant, donc... On revient. Ouais. Ce sera notre générique. Alors, l'autre source d'inspiration dans ce film, c'est donc ces décors désertiques, ces grandes étendues, ce qu'on appelle l'outback en Australie. Vraiment, c'est des grandes routes, tu tires tout droit et t'as rien autour. Et donc ça revient à l'enfance de George Miller, donc, comme je disais au début, qui avait qui avait grandi dans le milieu rural en Australie. Et il explique que
c'est à partir de là qu'il s'est commencé à imaginer un monde désertique et apocalyptique. En se remémorant un petit peu voilà, là où il a grandi, il y a une sorte de nostalgie, je pense, dans ce film. Il y a aussi l'autre aspect, là je sais pas quoi dire, donc on coupera. D'accord. Je sais pas si ça se passe comme ça à chaque fois que tu enregistres. Non, c'est plus fluide. En fait, quand on enregistre, à vrai dire, on est 5, donc il y a pas de... On coupera, Ouais. genre, c'est plus chiant, justement. Mieux vaut qu'on dise on coupera, qu'on me laisse un blanc de 1 seconde, et voilà. Ok, bah c'est bon, je l'ai trouvé. D'ailleurs, voilà, juste autre truc, quand tu sens que tu veux recommencer ta phrase, laisse bien un blanc d'1 seconde, parce Ouais, que sinon c'est plus c'est... facile à couper. Ouais. Ok. L'autre source d'inspiration, elle vient donc du co-auteur de ce film. Effectivement, Mac Causland, j'espère que je le prononce vraiment bien. Ouais, Donc il y a aussi une anecdote qui explique qu'il a intégré le choc pétrolier de 73 dans ce film parce que un autre point important dans ce film, c'est la course au pétrole. Ça va être encore plus flagrant dans les épisodes suivants. ouais, Mais déjà dans le premier, il y a ça. Et cette idée voilà, de course au pétrole, ça vient du choc pétrolier de 73 qui a vachement influencé l'Australie. Et donc c'est une autre source d'inspiration. Je pense qu'au niveau des sources d'inspiration, on est déjà pas mal. Ouais. On pige pas mal. Ouais, mais le genre du western aussi. Ouais, énormément. alors. Qui... Ça va. Donc. Ça va moins là. Relou. Relou man, quoi. Non, vas-y. C'est bon? Ouais. Il part. C'est bon. Non, il se gare. Ouais, bah c'est bon, il est garé là. Donc effectivement, le genre du western, il y a vachement de plans iconiques dans le film. Donc par exemple, l'arrivée des bikers c'est au milieu du film, c'est en plein dans l'action. Oui. Et ils arrivent ouais. dans ce genre de ville. De ville qui fait très western, avec des façades. Voilà, et les mecs sont redoutés. Vraiment, il y a cet aspect de bandits redoutés, de mecs qui attaquent. Il y a ça aussi, l'attaque des diligences. Il y a un petit peu, il y a un petit peu ce côté attaque de diligence, qui reviendra plus dans les autres épisodes. Mais ouais, il y a un peu cet aspect-là western qui est aussi flagrant dans le deuxième épisode. J'ai pas mal de choses à dire là-dessus d'ailleurs. Donc ça, c'est toutes les inspirations autour du film. L'autre aspect important de ce film, c'est que c'est un film indépendant. Et les galères de tournage et pour réunir à l'argent, c'est aussi quelque chose qui donne un peu la patine. Donc l'autre aspect important de ce film, c'est le fait qu'il est indépendant. C'est un film indépendant qui a été autofinancé donc en grosse partie par George Miller, et il a même laissé sa voiture dans une des cascades. Oui, le van, tu veux dire. Ouais, donc il y a carrément laissé sa voiture personnelle, donc dire à quel point le type était investi dans le film. Donc, pour donner des chiffres, le budget initial, c'était entre 350 000 et 400 000 $, et il en a rapporté beaucoup plus. Ça, on peut dire que beaucoup plus, ouais, tout à fait. Il en a rapporté près de 100 millions de dollars de recettes. Moi, c'est les chiffres que j'ai. Mais et ça, c'est 100 millions, il me semble que c'est 100 millions de dollars de recettes en décembre 82, je crois. Donc après, c'est sans compter toute l'exploitation. Sans compter, voilà, tous les DVD, les Blu-ray qui sont sortis après. Sûrement la diffusion, oui, bien sûr. Donc, tout ça, donc déjà, c'est énorme. D'ailleurs, donc, pendant 20 ans, Mad Max, il a gardé le record du film le plus rentable de l'histoire, et qui a été détrôné par Une belle bouse, Projet Blair Witch. Ah ouais? Ah, je trouve que c'est une bonne bouse. Et j'ai pas été fan, mais de là à dire Une belle bouse, faut le faire, quoi. On va pas faire un podcast sur ce film. Bah non. Enfin, en soi, il y en a 2, donc on pourrait. Vu qu'il y a eu c'est la suite de... Mais bon, on évitera du coup. Non, on va pas s'infliger ça. Donc, en ce qui concerne le budget, c'est assez intéressant. Donc déjà, le film, il a été monté dans un appartement qu'on prêtait à George Miller. Le mec a même pas loué. Vraiment, on lui a prêté l'appart. Donc c'est lui qui l'a monté pendant presque 1 an. Le montage sonore, pareil, le mixage, ça lui a coûté 6 000 $.
pense que pour l'époque, ça devait pas être grand-chose. J'ai deux petites anecdotes autour du coup du budget et tout. Genre, déjà, il a payé $50 un conducteur de camion, excuse-moi. Il a payé $50 un conducteur de camion pour que, il me semble, c'est. Non, c'est pas vers la fin du film, j'en sais rien. Bon, il a payé $50 un conducteur de camion pour qu'il roule sur la moto Messis, du coup, c'est vers la fin du film. Ouais. Sauf que le conducteur de camion, il avait peur que ça abîme l'avant de son camion. Et c'est pour ça que si on regarde bien, on voit que il y a l'avant du camion qui est peint Oui. et qui est collé sur le camion pour ne pas abîmer. Mais comme quoi, il a demandé juste à un conducteur de camion pour $50 de rouler sur la moto. Et autre petite anecdote, la plupart des figurants du film ont été payés en bière, ce qui... Bah, alors attends, au niveau des salaires, je pense que là, le truc qui doit faire rêver pas mal de producteurs, c'est qu'à l'époque, Mel Gibson, il a été payé $15 000. Le cachet de Mel Gibson, c'était $15 000. Je pense qu'il y a pas mal de producteurs qui auraient bien voulu à l'époque, un petit peu plus tard, payer le même salaire. Ouais, c'est sûr. Donc, payer $15 000, c'était pas énorme. L'autre point aussi qui est intéressant, c'est que une partie des courses-poursuites ont été tournées illégalement. C'est-à-dire qu'ils ont fermé des routes sans autorisation. D'accord. Et alors, Miller explique quand même qu'ils ont profité d'un vide juridique, parce que c'est vrai ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, ils ont fermé pas mal de routes. Anecdote costume, hein, c'est la petite anecdote costume. Personne ne portait ils ont tous des perfectos ridicules là, sauf que c'était tous en sky. Et il y a que le personnage de Goose qui porte un perfecto en cuir. Voilà. D'accord. Et alors, autre anecdote, j'en ai plein, j'en ai beaucoup trop. Oui. Donc, pas mal, les motos qu'on voit dans le film ont été données. Ils les ont même pas payées, elles ont été données parce que c'était des modèles d'exposition. Donc voilà, si vous faites un film avec des motos, récupérez des motos d'exposition, ça peut vous servir. Donc ça, c'est les anecdotes, voilà, autour du film. Il y a l'après-film. Donc l'après-film, c'est-à-dire déjà le fait que finalement Mel Gibson, il est pas totalement tant explosé que ça, hein, après ce film-là. Non, il a mis un peu de... Ouais, il y a l'épisode 2. Il a explosé après l'épisode 2, non ? Mais d'ailleurs, l'épisode 1, alors moi on va parler, là ça va être plus personnel autour, là je pense qu'on va donner notre avis sur le film. J'ai vu beaucoup que le 2 était le préféré, soit de Miller ou de Gibson ou des gens en général. Souvent vu le 2 mieux classé que le 1. Ouais. Mais moi j'ai une vraie affection, c'est mieux. J'ai une vraie affection pour le 1 parce que vraiment. D'accord. Je pense qu'on en parle après, mais on peut en parler là. Je pense que moi je préfère le 2 aussi. Ouais. Et en fait, c'est dans le sens où. Pour moi, l'idée de Mad Max, elle est dans le 2 en fait. Tout l'univers, quand tu parles de Mad Max à des gens. Ouais. Ils vont penser forcément à l'univers du 2 parce que qui va à fond dans le post-apocalyptique, dans cette guerre pour l'essence et tout ça. Le 2, ça reste, je dirais pas mon préféré, encore que si, ça peut être potentiellement mon préféré. En fait, j'ai pas fait de classement dans ma tête. C'est pas grave. Mais vraiment, le Tant 1, que le 3 est premier. Le 1, je le trouve sous-coté, quoi. Vraiment, je le trouve. Mais il y a même il y a des ressorts, des expérimentations un petit peu, comme tu disais, les yeux globuleux, ce genre de choses. Ça sonne un peu vraiment comme film d'art et essai à certains moments. Non, vas-y. Non, c'était ça, à certains moments, ça sonne vraiment bien comme sûr. ça. Quoi. Et notamment dans la réalisation, ça a instauré plein de choses qu'on retrouve partout dans le cinéma ensuite. Je pense notamment à l'angle de caméra sous lequel il filme les voitures, l'angle assez bas, qui est un truc qui a été inventé pour ce film par George Miller et qu'après on a retrouvé dans plein d'autres films dans les courses de voitures. Non mais c'est vrai que je sais pas, j'ai vraiment ce film-là, mais je l'avais vu il y a très longtemps, j'en avais plus beaucoup de souvenirs. Et j'ai bien aimé le regarder. Vraiment. Ouais, pareil. Plus que le 3. Moi, ce qui m'avait vraiment marqué dans ce film, c'est la scène où
spoiler, la scène où sa femme et son enfant meurent parce que ça m'avait toujours ce plan je crois je sais plus, c'est le jouet, C'est le jouet à la chaussure. le C'est jouet, une balle. Ouais, ouais, c'est une balle et et une chaussure. chaussure qui, en fait, on voit pas, mais je trouve que en intensité, c'est très très fort. Mais justement, tu dis on le voit pas, et c'est ce qui est intéressant quand si, au début de l'épisode je parlais de cette violence non dite, Mhm, bah on retrouve ça. tout à fait, ouais. C'est-à-dire que il y a beaucoup de violence dans le film, on Mm. voit des accidents et tout, Ouais. mais finalement la mort de sa femme elle est assez pudique, Ouais. et c'est assez marrant. Enfin marrant, Ouais. non c'est pas marrant la mort. Non, Mais là c'est la manière dont ça a été tourné, et effectivement Mhm. c'est assez intéressant. Il y a un personnage aussi dans ce film pour Mhm. lequel j'ai beaucoup d'affection, c'est Fif. Ouais. McAfee, vraiment. Oui, bah tout à fait. Je vois. Il est On voit. Et Pour ceux qui, tu peux le décrire vite fait pour ceux qui Alors, ont vu Mad Max mais qui sauraient plus. grand, chauve, moustachu, Ouais. cuir. Moustache. Et un moment, arrosage de plantes, Ouais. torse-poil Ouais. avec foulard. Et, Ouais, un style. et d'ailleurs, il sort une des phrases les plus importantes. Il paraît que les gens ne croient plus aux héros. Mhm. C'est une phrase, on va y revenir sur le 3, qui a un peu son importance, et même en général, Mad Max, Mhm. un peu anti-héros, voilà, Bien sûr. clairement. Et donc, ouais, il lâche la punchline quand même la plus importante. Ouais. Et je trouvais aussi que Goose, le coéquipier Ouais. de Mad Max, il a une gueule. Le Goose, c'est celui qui meurt. Bah, alors, non, il meurt pas. D'ailleurs, tu dis sa femme meurt. Non, elle meurt pas. Hein. Ils disent juste qu'elle est dans le Oui, coma. bien sûr. C'est vrai qu'elle meurt pas. Et Goose non plus meurt pas. Et d'ailleurs, on va y revenir. Parce que dans le 2, il y est pas. Mais je vais en parler après. Ça aurait été bien. Attends, mais Goose, c'est qui? C'est pas C'est celui son qui est en moto? coéquipier. Ouais, celui qui est en moto. Oui, lui, il a un charisme dingue. Ouais, et il a une gueule. Il dégage un truc, Ouais, c'est et incroyable. vraiment, il a une gueule Et assez- c'est presque décevant de plus le voir, quoi. Ouais, mais justement, on va en parler dans le 2. D'accord. Il y a un petit bas. Autre personnage, parce qu'on vient de parler de Goose. Oui. Autre personnage qui a une gueule aussi et Mhm. une folie, Ouais. c'est le méchant qui a un prénom et un nom imprononçables, Je me rappelle plus. qui est d'origine anglaise d'ailleurs. D'accord. Je crois que c'est un des rares du casting à pas être australien. Et D'accord. donc il a été choisi parce qu'il a été repéré dans une pièce de théâtre, il jouait du Shakespeare. D'accord. J'ai dit de Shakespeare. hein. T'as dit Shakespeare? J'ai dit de Shakespeare. C'est un choix de prononciation, on l'accepte. Donc Hugh Keynes-Bryan. Ok. Donc lui a été repéré, et justement c'est ce que je me disais en voyant le film, il y a un côté très théâtral dans les méchants. Mhm. Ils font des trucs bizarres, ils font des roulades, ils se comportent un peu Ouais, comme des tout à singes. fait. Ouais. Et je me dis, c'est marrant, les mecs, c'est du théâtre qu'ils nous font. Et Mhm. effectivement, pas mal des méchants ont été repérés à l'occasion de pièces de théâtre où George Miller assistait. Mhm. Et ces méchants aussi m'ont fait pas mal penser au film Easy Rider, c'est ça? D'accord. Avec Film que Fonda. je n'ai pas vu, mais je vois ce que c'est. Mais vraiment, tu sais, le côté voyageur, tout ça, à un moment, quand Mhm. ils arrivent dans la ville, tu sais, ils ont leur duvet Oui. en paquet sur leur Mhm. moto, tout ça. Il y a un petit côté Easy Rider aussi qui est sorti avant. Ouais, d'accord. Ouais, tout à fait. C'était un avant de mec qui est pas sûr, hein, mais Mhm. c'est qui est sorti avant. Donc, ça, c'est à propos de Mad Max 1. Ouais, maintenant on peut passer. On va enchaîner sur Mad Max, Max 2. 2. Alors, on peut pas trop parler de temporalité pour le coup, parce que c'est un des grands attraits Ouais. de Mad Max. La saga, c'est qu'il n'y a pas vraiment de temporalité Ouais, très il n'y a claire. pas vraiment de temps. Ouais, il n'y a pas vraiment de temporalité. Du coup, j'ai répété ta phrase, mais. Et puis, bah, dans le 2, on sait que ça se passe après le 1 parce que. Bah, il y a une cohérence dans le personnage de Mad Max. On comprend qu'il a perdu, du coup, sa femme. Que. Au niveau des costumes, on voit que donc à la fin du 1, quand il se fait rouler sur le bras, enfin, il y a une cohérence dans son costume et dans la manière dont il est lui-même. On sait que du coup ça se passe quelques années après, parce qu'en plus c'est encore plus poussé dans le post-apocalyptique, Mhm. et là on est vraiment sur ce qui fait on est vraiment sur ce qui fait Mad Max aux yeux du monde, je crois, Ouais. genre cet esprit vraiment très punk, très Ouais, ça très- pose les bases de ce Voilà. que va être Mad Max. On va Ouais, en c'est reparler. Mais au niveau de la course-poursuite finale, ça va être ce qu'est Mad Max. Donc, ça. pour La- parler... Oui, vas-y. Non, non, je t'en prie. Donc pour parler un peu de la transition entre les deux, donc après le 1, Mel Gibson n'est pas super connu. Par Non. contre, Miller, lui, a déjà commencé à bien percer, Ouais. et qui est passé de médecin à réalisateur, et on lui Mhm. propose à ce moment-là Rambo. Mhm, Voilà, c'est-à-dire qu'entre le 1 et le 2, on lui propose Rambo. mhm. Il refuse,
Et il a bien fait parce que on lui propose Mad Max 2, mais avec un budget conséquent, Ouais. d'environ 2 millions de dollars, c'est ça, hein. Ouais. Et à l'époque, ça en fait le film australien le plus cher de Le plus l'histoire. cher de l'histoire, Donc, je pense que c'est ça vraiment qui fait basculer la saga, en Mhm. fait. C'est le moment pivot, c'est on lui dit, bah écoute, t'as le budget conséquent pour faire en fait ce que t'avais en tête. Et je pense Ouais. que c'est ça qui fait vraiment basculer complètement. la saga. Donc, Mad Max 2, le défi. Mhm. Film australien d'anticipation dystopique, road movie science-fiction post-apocalyptique, Mhm. comme le premier. On va voir, c'est encore plus le post-apo à ce moment-là. Ouais. Sorti en 1981, donc seulement 2 ans après. Ouais. C'est allé assez vite. On va voir que c'est pas le cas tout le temps dans la saga. Mhm. Le script original est de George Miller. Cette fois-ci, c'est vraiment lui qui l'a écrit du début Ouais. jusqu'à la fin. Il a été épaulé par Terry Hayes et Brian Annant. On est toujours sur un style assez western. Oui. Tout à fait. Vraiment, le personnage de Mad Max est beaucoup plus dark. Ouais. Dark, mystique. Il rappelle un petit peu un Clint Eastwood pour une poignée de dollars. Il y a vraiment ce côté personnage qui erre dans le désert et qui arrive un peu de manière, comment dire, c'est messianique, je crois, messianique, comme le Messie. Oui. Donc c'est un film de 95 minutes. On trouve Mel Gibson, Bruce Spence, Mike Preston et Vernon Wells. Sans oublier le chien, qui est nommé Dog dans le film, et qu'ils ont, pour la petite anecdote, récupéré dans un chenil, alors qu'il était en fin de vie, on va dire. Ils l'ont entraîné pour qu'il tourne dans le film, mais comme le bruit des moteurs l'énervait beaucoup, ils ont dû lui concevoir des bouchons d'oreilles spéciaux, ouais, pour chien. Et donc après le film, pour la belle histoire, c'est un des chefs-op qui l'a ramené chez lui, en fait, qu'il a adopté. Il l'a adopté, ouais. Alors, ici, une communauté autonome exploite une réserve de pétrole et doit se défendre contre une bande de pillards. Max, marqué par le traumatisme de la perte de sa famille, redécouvre sa part d'humanité en décidant d'aider cette communauté. Oui, donc c'est quand même assez orienté comme synopsis. Il les aide, mais il est quand même motivé par des choses et c'est pas tant. Il est moins valeur qu'eux, on peut dire. Hein. On va en revenir, mais ils sont très énervants. Les explorateurs hollandais tout blancs, là, ils sont énervants, ils sont beaucoup trop de valeur dans ce camp, c'est énervant. Ouais. Ils veulent tous mais non, tu dois pas y aller, mais non, ils m'énervent. Le film s'ouvre sur un montage qui reprend en fait un peu des scènes d'émeutes qui montrent un peu la déchéance de l'humanité à ce moment-là. Fait intéressant, ce montage n'est pas dans la version australienne, il apparaît pas. Alors pourquoi, malheureusement, on n'a pas trouvé la raison, mais effectivement, il n'y apparaît pas. Et il y a des petites scènes de manifestations à Paris. Pour l'anecdote, ceux qui reconnaîtront RPZ. Donc, du coup, ce film qui oppose deux clans, en quelque sorte, que les méchants contre les gentils. Alors, ouais, vraiment, non, mais c'est vachement manichéen, et même manichéen, les méchants sont habillés en noir, en cuir. Vraiment, c'est beaucoup trop cuir. Ouais, beaucoup trop cuir, ce qui fait. Et ces costumes qui font l'identité de Mad Max, on en reparle. Et du coup, les gentils qui sont habillés en blanc, qui vivent reclus. Alors, les méchants qui vivent dehors, les gentils qui vivent reclus, en blanc. En communauté. En coton, dans des sortes de trucs de coton, des grandes étoffes. Ils sont énervants. On en reparlera plus en détail après. Donc, ici, le personnage de Mad Max erre vraiment au milieu du désert. Il a toujours l'interceptor qui, donc, comme on disait initialement, devait être détruite. Son cheval, finalement, si on en revient à l'idée du western. Et il finit par... Alors, au début, il se fait attaquer par les méchants, je me souviens bien. Donc, il finit par rencontrer... Alors, je sais plus le nom du personnage, c'est que dans l'épisode 3, il va s'appeler Gébedia. Et dans le 2, je sais plus son nom. Pas non plus, avec son hélicoptère... agricole. D'accord. Et donc, ce personnage... Son serpent. Oui. N'oublions pas. Non. Et donc, il finit par l'emmener au camp des explorateurs hollandais. Je sais pas, je suis pas sûr qu'ils aient un nom, ces gens-là.
c'est juste des mecs qui vivent dans une raffinerie, quoi. Ouais. Ils ont pas de nom. Je crois pas, j'ai sont pas pas trouvé clairement de... nommés. Non, j'ai pas trouvé de choses pour les nommer. Et on va du dire. coup, Mad Max flaire le bon coup et se dit et si je récupérais du pétrole là-haut. Donc il les Ouais. observe et il voit qu'il y a un petit clash entre l'équipe SM et On peut parler d'une rivalité. clairement. Et c'est là que vraiment le film prend un peu son sens par rapport au reste de la saga. C'est-à-dire qu'il y a ce côté civilisation. C'est quelque chose qui va revenir dans le 4. Ces gens qui vivent pas dans l'opulence parce que ce serait exagéré, Ouais. mais qui vivent avec. Ils ont trouvé le moyen de garder leur part de civilité dans ce monde post-apocalyptique face à des gens qui n'ont ni foi ni loi. Ouais, Et sûr. on va parler de ces gens qui n'ont ni foi ni loi parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur eux. Ouais, bah déjà, c'est leur costume qui représente vraiment l'idée de Mad Max, enfin cette idée de mi-punk, mi-SM assez étrange et propre au film. Donc il y a vraiment ça, les véhicules et le décor qui font vraiment cette identité non, l'imaginaire collectif qu'est Mad Max. Et d'ailleurs, le grand méchant qui, tu vas nous le dire. Ouais, le grand méchant, parce que tu parlais de l'esthétique SM, et il y a c'est vraiment pas guindé de parler de ça, c'est qu'en fait le grand méchant, donc il y a cette sorte de harnais, alors je sais plus finalement si c'est lui ou son sbire avec la crête et les plumes. Ouais. En tout cas, il y a un des deux acteurs qui a été repéré à l'occasion d'une pièce de théâtre, et il jouait le rôle d'un homosexuel justement SM, et il a été repéré par George Miller. Ouais. Donc vraiment le cast déjà est assez bien trouvé. Ouais. Et du coup, il y a vraiment. Je préfère les méchants dans ce film. C'est dingue. Oui. Tu préfères les méchants parce qu'ils sont 10 fois plus, ils ont 10 fois plus de gueule et de caractère. Et ils sont beaucoup moins énervants que l'enfant qui grogne, qui est vraiment le pire personnage. Pire personnage. C'est un personnage plutôt bien. Enfin, je pense pas que le personnage soit mauvais, mais il est hyper agaçant et pas attachant, moi je trouve. Non, pas moi non plus. Avec ses grognements. Et il instaure aussi une sorte de coupe mulet qui aura qu'on son retrouvera, importance dans l'épisode 3. Dans l'épisode 3, donc ces méchants, ils sont vachement badass. Là pour le coup, c'est pas volé de dire qu'ils sont ultra badass. Même les costumes, les voitures. Je crois que c'est 18 voitures, dont la moitié qui ont été détruites, et ces 18 voitures ont été construites pour l'occasion. Dans l'épisode 1, c'est des voitures plus ou moins civiles qu'on voit dans le film. C'est-à-dire que c'est des voitures civiles, c'est-à-dire qu'elles ont très peu été modifiées, à part Interceptor qui a reçu un petit budget pour être modifié. Mais là, ça y est, on rentre vraiment dans le vif du sujet, et les voitures, autant que les costumes et l'esthétique, ça va rentrer, ça va instaurer Mad Max. Donc en fait, finalement, Mad Max, ça commence à partir du 2. Et finalement, le 1, il aurait peut-être pas dû s'appeler Mad Max, il aurait juste dû s'appeler Max. Non mais vraiment. Oui. Bah, le nom complet du premier film, c'est... Je sais pas. Mad Max. Le premier s'appelle juste Mad Max. Il me semble qu'il a un sous-titre quand même. Ah, d'accord. Oui, alors j'ai le nom canadien, sinon Bolide Hurlant. Oui, ça on a oublié de le dire, le nom canadien, mais oui, tout à fait. Ah non, mais peut-être c'est moi qui hallucine, mais il me semble que sur les DVD que j'ai pris pour faire ce podcast et regarder les films, il me semble qu'il y avait marqué Mad Max The Interceptor. Ah, alors le titre italien s'appelle juste Interceptor et il y a un sous-titre. D'accord. Mais c'est bizarre, je sais pas où tu as eu cette version. Bah, je sais pas, mais je l'ai eu. C'est une version où les mecs se mettent à danser. Non, c'est sur un DVD en plus, c'est même pas. C'est sur le DVD, il y avait marqué Mad Max Interceptor. Mais j'ai jamais vu, non, sans déconner, j'avais jamais vu ça. D'autant plus que le 2 vraiment installe l'esthétique et installe le personnage de Mad Max, parce que au niveau des tirades, ça se passe comment ? Mel Gibson qui donc a un peu explosé par la suite. Explosé dans le sens il a fait pas mal d'autres choses et c'est là où vraiment on l'a vu, on a commencé à le voir. Bah, dans ce film il a quand même que 16 lignes de dialogue, dont 2 sont je suis venu ici pour l'essence donc ça fait très peu de dialogue
pour Mel Gibson dans ce film. Et pourtant, enfin, en vérité, on dit ça pour rigoler, mais il dégage quelque chose. C'est pour ça que Mel la Gibson... folie, quoi. Ouais, mais il dégage, quand George Miller en parle, il dit, parce que quand il parle du choix de Tom Hardy pour Fury Road et que c'était une bonne continuité vis-à-vis de Mel Gibson, c'est que vraiment les deux, selon lui, ont ce côté, parce qu'il parle D'animalité, non? d'animalité, Oh, je suis pas sûrement. sûr, de leur côté animal, il parle d'ailleurs, il en fait un lien avec Happy Feet et Babe en plus, mais il parle vraiment d'un côté animal et en même temps de leur côté à la fois un peu chaleureux et en même temps assez froid et ils arrivent bien à retransmettre ça sans avoir énormément de lignes de dialogue parce que ce sera le cas dans Fury Road, on verra aussi que Tom Hardy Il en a moins. il en Je a crois qu'il en a encore moins. il en a très peu, Ouais. je l'ai noté quelque part. Bah, ça se joue beaucoup au grognement, quoi. Ouais, bah s'il en a plus parce il a 52 lignes de dialogue. Ah merde, tant pour moi. Mais c'est en comptant la voix off du début du Ah, film. d'accord. Donc Oui. voilà. Ah ouais, bah non, mais Là où la voix off du début de Mad Max 2, c'est pas. Il y a une voix off au début de Mad Max 2? Oui, mais c'est Mais c'est pas lui, on apprendra à la fin que c'est l'enfant Ouais, qui c'est parle. l'enfant. Et Comme d'ailleurs. si il savait parler. Bah non, mais parce qu'il est plus vieux. Ouais, ouais, mais à un moment. Ah, bah oui, parce que Non, mais bien sûr. tout le long non, du c'est film, sûr. il Oui, grogne. oui, Ouais, c'est mais pour à ça. quel moment il apprend à parler? Bonne question. Bon, il apprend à parler après le film. Avec la communauté full valeur. Ouais. Mais d'ailleurs, il y a un petit côté genre Homer et l'Odyssée, quoi. Genre, Mhm. tu sais, histoire qu'on raconte. Mad Max, c'est ça, hein. Ça se Ouais. trouve, en fait, le mec n'existe même pas. Si ça se Oui. trouve, il est Ah oui, mort à la voilà. fin du premier. Oui, c'est ce qu'il faut dire aussi autour du personnage de Max, c'est que je trouve que le 2, et c'est pour ça que le 3 est un peu décevant aussi, Ouais. c'est que cette manière de raconter, ça crée vraiment un mythe autour de Max et une sorte de... Parce que c'est dit clairement que c'est un mythe, il sait pas ce qu'il est devenu après, et le fait qu'on le revoie dans le 3, mais on y reviendra après, avec cette coupe de cheveux, c'est d'autant plus décevant. Ça casse le mythe. En ce qui concerne vraiment la réalisation, donc on parlait des costumes. Ouais. Je pense que tu as quelques anecdotes là-dessus. Comme on a dit, comme j'ai dit un peu avant, donc le costume de Max avec le bras droit qui manque parce que on lui a roulé dessus à la fin du premier film et que ça a une cohérence le fait qu'il ait gardé sa veste et que les médecins l'aient coupé en fait le bras de la veste et en fait il y a pas mal de choses comme ça dans son costume qui ont une cohérence et que vraiment on voit qu'il y a un souci du détail qui est assez important. Mais au-delà des costumes, donc de tout cet univers, il y a aussi les cascades dont on peut parler, notamment la cascade de fin, qui était une cascade très très dangereuse, et notamment ce véhicule qui rappelle, dont on a un peu un rappel dans le 4 avec un peu cette même idée. Cette cascade de fin pour laquelle le cascadeur n'a pas eu le droit de manger pendant les 12 heures avant le tournage pour que si il y ait un accident, il puisse aller directement. Ouais, être opéré directement. Ouais, voilà, à jeun. On retrouve ce côté vraiment, ce côté méticuleux, ouais, c'est ça, de George Miller. Qui avait prévu le. Ouais, qui a un souci du détail assez important et en plus de ça, un souci de la sécurité parce que c'est quand même. Et pourtant, les cascades sont vraiment très impressionnantes, quoi. Et finalement, dans l'histoire, c'est même pas lui qui s'est blessé. C'est un des motards qui vraiment a... Je crois qu'il s'est cassé les jambes. Et ils ont eu très peur pour lui, d'ailleurs. Et finalement, c'est lui qui s'est blessé. Et donc, il est passé par-dessus des voitures et il a tapé dans la voiture au moment du saut. Et le truc est qu'ils ont gardé cette scène. Ouais. Parce qu'il y a une violence un peu qui en émane. Et alors ça, pour le coup, la violence était déjà instaurée dans le 1. J'ai l'impression qu'elle est moins vive dans le 2 en fait, la violence. Elle passe un peu, tu sais, comme t'as le côté apocalyptique, tu sais, vraiment tout est crasseux. Ouais. Tu vois, tu te dis bon, c'est bon, les mecs ont plus de règles. Tu veux dire, on voit moins la violence parce qu'elle est plus banalisée? Ouais, parce qu'on sait que tout le monde a viré fou et ça la rend un peu plus. Tout à fait. Là où dans le 1, t'as des gens qui paraissent à peu près normaux. Ouais, voilà. Et clairement, t'as des scènes plus ou moins de viol assez. Ouais, clairement. Ouais. Là où dans le 2, il y a un peu cette idée aussi quand Max le voit de loin avec sa jumelle, mais que c'est moins. Je suis d'accord, c'est moins
c'est moins violent psychologiquement parce que vraiment, tu te rends compte que le monde est fou. Même la communauté full valeur, tu te rends compte qu'ils sont fous, quoi. Non, mais, non, mais c'est bon, vous habillez pas en blanc non plus, quoi. Genre, Concernant donc un peu les anecdotes de tournage, ce qu'il faut savoir, c'est que le film. Alors la météo, c'est quelque chose d'important dans Mad Max, parce que ça a un peu bousillé le 4, on en reparlera, mais ça a aussi bousillé le 2. Ouais. C'est qu'initialement, ça devait être tourné enfin, ça avait bien été tourné dans un désert. Ouais. Donc ils ont tourné dans un désert où il pleut une fois tous les 4 ans. Ouais, ils ont choisi cet endroit exprès, parce qu'ils se disaient que, vu les données qu'ils avaient, il n'y avait aucune chance qu'il pleuve pendant le tournage. Ils ont dû arrêter le tournage pendant plus d'une semaine parce que il a plu pour la première fois depuis 4 ans, quoi. Non mais vraiment mais ça montre aussi un peu ça va être encore plus flagrant dans le 4, mais la détermination de Miller. Vraiment le mec s'arrête jamais. Bon, on en reparlera un peu tout à l'heure dans le 4. Au niveau des inspirations, c'était aussi intéressant. Et alors là du coup, bon, c'est une anecdote que j'ai trouvée. Donc Miller explique que la violence, elle est un peu inspirée de Orange Mécanique. Alors, mais j'aurais plus dit que c'était dans le 1. C'est une anecdote que j'ai trouvée pour le 2, mais j'aurais plus dit que c'était pour le 1. Enfin, je sais pas. Oui, si, je vois. Mais c'est marrant, ça m'a fait penser un peu à Orange Mécanique, mais vraiment dans le 1. En fait, voilà, c'est la scène quand t'as le mec avec sa copine qui se font choper. Ça m'a vraiment fait penser à Orange Mécanique, mais je suis d'accord. Enfin, et même la bande, en fait, même les méchants dans le 1 font vraiment penser à cet esprit punk d'Orange qu'on retrouve un peu dans Orange Mécanique. Mais oui, je suis d'accord que ça marche mieux pour le 1 que pour le 2. Mais c'était bizarre, j'avais trouvé cette anecdote en parlant du 2. Autre anecdote, alors là c'est plus raccord. Donc pour ceux qui connaissent le film Apocalypse 2024, qui est sorti en 75, donc 4 ans avant le premier opus. Ce film-là, et effectivement, quand tu regardes l'esthétique, vraiment, elle inspire beaucoup. Alors là, c'est au niveau de l'esthétique plus que sur le fond, ça inspire beaucoup Mad Max, quoi. Je pense qu'on fait le tour sur le 2. Faut qu'on accélère un peu le rythme. Ouais, on peut passer au 3. Le 3, il y a des choses à dire. Mais voilà. Déjà, le 3, pour commencer directement, pour rentrer dans le film, là, la manière dont le titre est écrit, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais nous, notre aspect un peu amateur de l'image et du graphisme, les titres, c'est ouf. Enfin, le titre du premier Mad Max, c'est dingue. Et celui du 2, il est pas mal aussi. Le 3, il n'y a plus rien. Et la musique d'intro aussi du 3, qui est... je sais pas si la musique d'intro, c'est la musique de Tina Turner ou... Je sais plus, mais je sais que c'est une... si c'est pas la musique que Tina Turner a fait pour le film, c'est genre cette musique, et ça change le ton directement, et ça casse un peu ce mythe, quoi. Mais de toute façon, l'aspect de casser le mythe, on va y revenir, parce qu'il y a plein de détails dans le film, vraiment je me suis dit mais ça n'a aucun sens. Donc Mad Max 3, qui s'appelle même pas comme ça, je crois. C'est Mad Max au-delà du dôme de tonnerre. Donc, film toujours cette fois-ci australo-américain. Oui, voilà. D'anticipation dystopique, road movie, science-fiction post-apocalyptique. Bah, tiens donc. Donc, sorti en 1985, soit 4 ans après le deuxième épisode. Le script est toujours de George Miller et de Terry Hayes, qui avaient participé aux deux. Un peu plus long puisque de 105 minutes, et cette fois-ci on trouve Mel Gibson, Tina Turner et Bruce Spence. Bruce Spence qui était déjà au casting du 2, qui jouait le mec avec son hélicoptère et son serpent. Cette fois-ci, je me souviens de son nom, c'est Jebedia dans le 3. D'accord. Donc voilà. Mad Max, c'est le premier opus à se faire sans Byron Kennedy, qui est le producteur historique de la firme. Voilà, et ça, c'est assez important en fait, on peut comprendre pourquoi Mad Max ressemble à ça, Mad Max 3, pardon, ressemble à ça comparé aux deux précédents, quand on sait que George Miller, il a un peu perdu de l'intérêt pour ce projet quand son ami très proche et le producteur donc historique Byron Kennedy est mort dans un accident d'hélicoptère pendant qu'il était en repérage en fait pour le film. Ça explique pourquoi George Miller était responsable seulement des scènes d'action
Il a dirigé seulement les scènes d'action, tandis que c'était quelqu'un qui s'appelle George Ogilvy qui a réalisé le reste. Je sais pas si ça sent, je sais pas si les scènes d'action m'ont pas particulièrement. Moi, j'ai passé un mauvais moment devant ce film, en règle générale. Vraiment, j'ai vraiment pas apprécié. Je sais pas si j'ai trouvé les scènes d'action particulièrement moins bonnes et tout, mais en tout cas, ça sent qu'il manque un truc dans ce film. Et entre ces deux gros aspects, le fait qu'il ait perdu le producteur et son ami, et ce côté l'impérialisme américain. Non, mais c'est un peu ça. Ouais. Dans le film, ça change totalement cette idée, quoi. Mais en plus, enfin, il y a un truc qui est agaçant, c'est que t'as l'impression qu'ils ont essayé de le rendre tout public. Ouais. C'est-à-dire que t'as l'impression qu'ils ont essayé d'introduire des ressorts comiques ridicules. La baston, la grosse baston qu'il y a dans le dôme Mhm. entre. C'est ridicule. Oui, C'est ridicule. ça aurait pu être vachement bien et t'as des trucs ridicules. Enfin, mais même, il y a un truc qui peut paraître anecdotique. C'est le moment où le personnage de Max arrive dans la ville de Tina Turner Mhm. et tout au début, il dépose toutes ses armes. Ouais. Donc, tu sais, il en pose 1, 2, 3, 4 et tout. Et donc, alors ça, c'est un ressort comique, ça marche bien dans un film un peu bas de gamme. L'arme fatale, ça marcherait bien, par exemple. Mais là, tu vois, ça perd tout son sens. Enfin, si tu prends en comparaison le 2, dans le 2, tout le long du film, il lutte pour avoir des cartouches. Vraiment, il a des... Et c'est ça qui rend aussi Mad Max génial. C'est que c'est un film post-apocalyptique, il n'y a plus de ressources. Et il y a vraiment ce côté, il faut survivre et il faut se débrouiller, quoi. Et là, dans le 3, il arrive, il pose toutes ses armes d'un coup. Tu te dis, mais ça n'a aucun sens, c'est nul. Mais même avant ça, on peut reparler de cette coupe de cheveux qui est assez affolante. Non, mais en fait, ce que je trouve aussi, c'est que c'est plus Max, en fait. Il est peut-être influencé par son époque. Les deux Ouais. sont intemporels, Ouais. je trouve. Mm. Et celui-là, la coupe mulet, tu te dis, bon, Ouais. c'est les années 80. Ouais. Et Tina Turner, pareil, pourquoi elle? Ouais, tout à fait. Mais surtout, pourquoi Tina Turner? Mais surtout, je trouve que dans le dialogue, justement, le premier dialogue entre Tina Turner et Max, genre, on dirait pas Mad Max. Genre, déjà, il est à côté. Genre, Mel Gibson, il joue pas bien. Ouais. Et vraiment, il y a plus, justement, ce qu'on disait, ce personnage qui est devenu un peu un mythe et donc avec cette narration dans le 2 qui en fait je ne sais pas ce qu'il est devenu et tout. Et vraiment, on comprend pas, quoi. Ouais. Mais il y a plein de détails comme ça. Donc déjà, ouais, cette baston ridicule et même le méchant qui... Ouais. Qui en fait est, tu veux dire le grand, Ouais, le grand qui en fait est ouais. un Bêta, quoi. ouais, Il est bêta. c'est quelqu'un qui a subi du fait qu'il y ait une guerre nucléaire, Ouais. ce genre de truc. Mais ouais, et puis l'émotion zéro, genre au moment de ce combat, quand c'est Max contre le géant et tout, Max il veut, comment dire, il hésite à l'achever ou quoi. Après, il y a un moment soi-disant d'émotion, mais c'est ridicule, ça marche pas du tout. Donc, on vient quand même de pas mal dober sur ce film, hein, mais je pense qu'il n'y a déjà pas tout qui est à jeter. Enfin, je pense que vraiment la première partie est à jeter, parce qu'il y a Tina Turner dedans. Ouais. Et qu'en fait, ça fixe un peu un repère temporel, je trouve. Tina Turner? Ouais, niveau culturel, non, mais tu vois, tu dis, bon, bah, c'est les années 80. Ouais, bah, même quand on parle de la BO, la BO de ce film, genre, c'est daté de ouf. Ouais, bah, Tina Turner, mais quoi. du coup, par contre, la deuxième partie, qui est vraiment là, du coup, pour le coup, qui est messianique, parce que t'as. Ça, je trouve que, par contre, tu vois, il y a un truc exploitable là-dedans. Qui Avec la communauté des enfants et tout. Voilà. Mais pour le coup, ça va mal finir, je vais y revenir après. Mais ça aussi, c'est parce que le film, à l'origine, c'était pas un Mad Max, mais qui était Sa Majesté des Mouches, c'était censé être un film basé sur ça, post-apocalyptique, sur donc une tribu d'enfants qui est trouvée du coup par des adultes, quoi. Et en fait, c'est devenu un film Mad Max quand George Miller a proposé que c'était Max en fait qui trouvait les enfants. Donc voilà, donc ça apporte tout un. Mais même, du coup, cette deuxième partie, je la préfère largement en fait. Donc du coup, il y a vraiment ce côté très, très mec qui arrive et qui va guider
ce peuple, en fait, Mhm. qui est innocent, parce qu'il y a ce côté innocence avec... c'est des gamins Ouais. qui, eux, n'ont pas grandi pendant toute la période où il y a eu toute la violence Ouais. entre le 1 et le 2. Mhm. Et je trouve qu'il y avait quelque chose d'exploitable avec ça. Et en fait, ils pourrissent tout à la fin, puisqu'ils arrivent à Melbourne. Non, c'est Sydney, pardon. Non, parce qu'on voit l'opéra de Sydney. Et là, encore une fois, pourquoi on fixe un repère de lieu? Ce qui était génial avec Mad Max, c'est que c'était dans le désert. Tu ouais. savais pas où c'était, tu savais pas quand est-ce que ça se passait. C'était vachement cool. Et là, les mecs flinguent tout avec ça, en fait. Et, enfin, moi, après, c'est un avis personnel. Je trouve ça vachement dommage. T'as parlé pas mal de la BO. Ouais. Le titre, dont la chanson principale, c'est We Don't Need Another Hero. Mhm. Et en fait, ça fait un peu écho avec la phrase on va leur rendre leur héros du personnage qu'on préfère vraiment de la saga. Enfin, moi, je le préfère de Fifi. Déjà, il s'appelle Fifi. Moi, je préfère le chien dans toute la saga. Mais après, c'est... Au niveau des inspirations, du coup, t'en as parlé un petit Je peu. peux faire une pause parce que justement, en parlant de chien, on a oublié de rappeler que le chien sauve quand même Max plusieurs fois dans le deuxième film. Et c'est quand même un point assez important pour être précisé. Rendons-lui hommage parce que BG quoi. Au niveau de l'inspi, et c'est vrai que je l'avais vu et j'y ai repensé seulement maintenant, c'est que Tupac, tu fais pas le lien entre Tupac et Mad Max, et pourtant le clip California Love, je te jure, California Love, c'est Mad Max 3 en fait. D'accord. T'as les mêmes voitures, les décors et tout. Et c'est seulement quand j'ai vu l'anecdote, je me suis dit mais oui. Je représente pas assez la rue pour savoir dommage. Donc initialement, Mad Max, le 3e opus, ça devait être le dernier. Et Max devait mourir à la fin. D'accord, c'est marrant, je savais pas ça. C'était envisagé. Mais alors malheureusement, Miller explique que ça s'intégrait pas assez bien à l'histoire. Et ils ont préféré plutôt faire en sorte qu'on sache pas ce qu'il advienne de lui à la fin. Parce que finalement, c'est raconté par le prisme. Ouais. À la fin voilà. Cette phrase sera coupée. Ouais. Le gros problème, c'est qu'il est incohérent. En fait, il n'aurait pas dû exister. Il est incohérent par rapport au reste. Et il casse un peu cet aspect un peu mythique, cette dynamique, ouais. On peut parler maintenant de Fury Road. Et déjà, c'est assez intéressant parce que c'est un film donc, qui est sorti en 2015. Ouais. Donc, donc 20 ans après, pile 20 ans après la sortie de... Non, 30 Non, 20 Non, 30 85 tout. Ouais, bah oui. 2015, ça fait 30. 30 ans. 30 ans. Un podcast pour les maths. C'est ça qu'on va lancer après. Retrouvez-nous dans l'algèbre. Notre prochain podcast. Ouais, donc 30 ans après, George Miller refuse de le dire, mais c'est plus ou moins un reboot. Ouais. Mais il le présente pas comme ça, donc on va pas le présenter comme ça, mais on peut dire que Fury Road, c'est un peu cet esprit, même si c'est un peu différent, puisque c'est quand même George Miller qui est aux commandes, donc c'est pas comme quand on refait des Ghostbusters ou Jumanji ou quoi, mais ça a quand même, ça montre qu'on peut faire un reboot en gardant l'esprit, mais après, encore une fois, c'est le même réalisateur, et un bon reboot, quoi. Ouais. Ce qui est quelque chose quand même d'assez rare. Alors, on dit 30 ans, ce qui n'est pas tout à fait vrai, puisque en fait, le film était déjà envisagé en 97. Bien sûr. Donc, c'est pas tout à fait 30 ans, je pense que c'est un peu mensonger, du coup. Donc, petite fiche, Mad Max Fury Road, film australo-américain d'anticipation dystopique, road movie, science-fiction post-apocalyptique. Bah tiens donc. On change pas une équipe qui perd. Sorti en 2015. Le script original est toujours de George Miller. Cette fois-ci, Brendan McCarthy et Nick Lantouris ont participé à l'écriture de ce film. C'est un film de 120 minutes avec Tom Hardy, Charlize Theron, Nicolas Hoult et Hugh Keys-Barn. Je ne sais pas comment ça se prononce. Le retour du méchant. Et c'est important d'ailleurs, on y reviendra après. Donc effectivement, comme je disais, la genèse de ce film, ça remonte à 97. À l'époque, il envisageait ce film-là plus ou moins. Il a récupéré les droits de Mad Max en 98, Miller. À l'époque, les droits n'étaient pas à lui. Et il commence à plancher sur ce film-là. Initialement, c'était la 20th Century Fox, j'ai un magnifique accent anglais, qui devait plancher sur le film avec lui à partir de 2003. Et ils n'ont pas été très cool avec lui. Ils ont évoqué pas mal de problèmes. On a l'impression qu'il n'était pas très investi dans le truc. Et il est revenu à la Warner Bros. Finalement,
comme dans le 2e épisode. Ouais, mais avec qui on peut dire que maintenant, mais on conclura ce podcast un peu là-dessus plus tard peut-être, mais il y a des problèmes entre Miller Alors, et la Warner Bros. Je savais pas. Franchement, Pour l'instant, en fait, il a écrit, il dit dans des interviews Miller qu'il a au moins 1 ou 2 scripts pour 2 autres films Mad Max, notamment il parlait à un moment de faire en même temps Fury Road et en même temps un spin-off sur Furiosa, mais les suites sont un peu gelées par en fait des problèmes, un procès en fait entre Warner Bros et George Miller qui dit que Warner Bros ont été relous quoi à ce niveau-là et genre qu'ils ont imposé plein de trucs au film et donc voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que Miller, un peu comme vraiment le parallèle avec le 2, il va être vachement courant, c'est que Miller, à la base, on lui avait proposé Justice League. Et le budget étant de 300 millions, le triple, même plus que le triple que ce qu'a coûté Fury Road, Miller se dit ouais, non, je ne vais pas assumer sur le coup. Donc il y a déjà ça aussi à faire un peu en lien avec le 2, c'est qu'on lui proposait encore une fois un gros film important. Enfin, à l'époque, Rambo n'était pas important. Avant qu'il sorte, il n'était pas important. Mais là, ça s'inscrit dans tout un univers. Encore une fois, même problème de météo que pour le 2. Et puisqu'initialement ça devait être tourné en Australie, dans l'outback australien, Mad Max, et ça a été au final déplacé en Namibie. Et ça a retardé en plus le tournage. Cet épisode-là, vraiment, enfin je sais pas, tu disais justement qu'il assume pas le fait que ce soit un fanservice des précédents, mais sauf que c'est complètement le cas. Déjà, il y a toujours cette obsession du détail. 80% des visuels, ils ont été faits sans trucage informatique. Ça on va parler du tout le côté assez, le côté pratique, enfin il n'y a pas très peu d'effets spéciaux quoi. Les effets spéciaux c'est pour enlever les câbles, pas tant d'effets spéciaux que ça. C'est très organique on va dire. Et donc on retrouve ça déjà dans les épisodes précédents. Là où dans les épisodes précédents c'est peut-être une question déjà de technologie qui n'était pas très dispo à l'époque, mais t'en as qui s'étaient pas dérangés à l'époque pour utiliser... mais en plus George Miller quand il en parle il dit que comme c'est pas un film fantastique où il a besoin de dragons ou de vaisseaux spatiaux et que c'est un film vraiment lié à la Terre, et ce qui est vrai, enfin c'est très, comme tu dis, le terme organique est bien choisi, ça lui semblait logique de faire de ce film quelque chose de plus réel possible, de plus proche de la réalité, et ça passe par des moyens il y a notamment ils ont trouvé un moyen sûr pour que la voiture au début de Max se retourne quand elle se retourne avec les techniciens de ce film ont inventé un truc qui s'appelle le flipper. C'est pas le jeu voilà compris, non mais au cas où, et qui a un système où quand le cascadeur tournait le volant, en fait il y a une sorte de barre, mais un peu plus élaborée que ça, sous la voiture, qui en fait pousse la voiture sur le sable, et donc va créer un mouvement pour la faire basculer, pour rendre ça le plus spectaculaire possible, et en même temps le plus plausible, et pas mettre une rampe en fait au milieu du désert, parce que ça se voit une rampe au milieu du désert quoi. Donc ce film vraiment on peut parler de l'aspect vraiment proche de la réalité, enfin dans le sens où vraiment très peu d'effets spéciaux, quasiment pas, enfin pas de fond vert, enfin pas ce genre de truc quoi. Il y a aussi le rapport avec cette idée d'emmener l'espoir, parce que les personnages féminins représentent une sorte d'espoir, elles sont habillées en blanc comme dans le 2 et elles représentent plus ou moins l'espoir comme dans le 2 et il faut les emmener à un autre endroit comme dans le 2. Donc il y a vraiment je trouve que le lien avec le 2 est super marqué. Et puis même rien que cette idée de camion, enfin le War Rig comme il s'appelle, qui vraiment est une idée qui est reprise du 2, mais encore une fois je pense qu'il l'a reprise et avec beaucoup plus de, plus de moyens, avec cette idée de... Il est designé pareil.
Ouais, il est designé pareil, et il est designé de manière à ce qu'il y ait plein d'interactions. Enfin, Mm. il le dit, il l'explique comme ça, George Miller, qu'il a pensé ce film comme une course-poursuite Ah bah ouais. de 2 heures, quoi. Ouais, clairement. Mais C'est sauf le cas. que c'est pas rébarbatif, Oui, voilà. clairement. Et après, c'était trouver un moyen pour que ce soit pas rébarbatif. Et oui, et tu parles des femmes, et dans ce film, il y a il y a un côté vraiment où les femmes ont une réelle importance, que ce Mm. soit en faisant avancer l'histoire ou parce que c'est les éléments principaux. Furiosa est même plus mise en avant Ouais. que Max, quoi, qui a Mm. 52 lignes de dialogue au total dans le film, quoi. Mais même derrière, puisque c'est ça, la femme de George Miller, Margaret Sixel, qui a monté le film. Et quand elle lui a demandé, mais pourquoi tu veux que ce soit moi qui monte le film, il a dit, bah en fait, si c'était un homme qui montait le film, ça ressemblerait à tous les films Mm. d'action qu'on a Ouais. actuellement. Et il voulait quelque chose d'assez novateur. Et, euh, et ça m'emmène, je suis désolé, je dérive beaucoup, Non, mais ça carrément, c'est m'emmène bien. sur le côté aussi du montage de Mad Max où il a dit donc à son chef-op de garder les personnages au centre du cadre. Ils sont Mm. toujours au centre du cadre parce que en moyenne, les plans de Mad Max Fury Road durent tous 3 secondes. Et en fait, c'est pour pas que le spectateur soit confus. Ça va à l'essentiel, quoi. Mm. Ce qui est intéressant aussi, c'est le grand méchant Ouais. qui a un côté très Bane. J'avais lu Oui. effectivement avec cette sorte de masque. C'est des dents de cheval. Quoi? C'est le truc, tu sais, le masque qu'il Ouais. a, c'est des dents de cheval en fait. D'accord. Ouais, j'ai lu ça. Ok. Ah, est-ce que c'est des vrais je pense que c'est plutôt Ouais. d'un moulage, mais enfin voilà. Et du coup, ce méchant, toujours aussi charismatique que dans le 1, enfin, je Mhm. trouve. Ouais. Ouais. Aucune Ouais, je sais pas, conviction. j'ai une hésitation. En fait, dans Fury Road, c'est pas le méchant qui m'a marqué, quoi. C'est plus Furiosa. Ouais, voilà, tu vois, c'est Ouais, plus. bah oui, oui. Mais d'ailleurs, Mais après, ouais. si, parce qu'il est très bon et pour un acteur qui en plus a un masque pendant tout le film, Ouais. il arrive à dégager quand même un truc et Mm. tu sens qu'il est pas. C'est pas genre. C'est pas Tina Turner. Voilà, c'est la fin de ma phrase. Bah, ça, c'est sûr que ouais, c'est pas. Si, niveau capillaire, Ouais, il y a un truc, il y c'est a un vrai. lien. Ah bah voilà, on relie le 3 au 4, Mm. niveau capillaire, il y a un petit truc. Mm. Et on relie au 2 et peut-être, comme on disait, au 1 et au 3. Au 3, Non, mais au parce 2, qu'on au 1 et au 3. on n'est pas enfin, le 2 a été tourné en séquence, ce qui est le Mm. cas là aussi. Tout a été tourné dans l'ordre, dans l'ordre des scènes, alors qu'encore une fois, c'est assez rare dans les films d'action de tourner. Bon, bah là, il se passe ça dans le film, Ouais, on bien va sûr, tourner ouais. cette scène. D'habitude, on réunit des trucs, et là, Mm. Ouais, des questions c'est tourné comme ça, quoi. d'économie. Ouais. Et toujours le souci du détail, il y a une anecdote, c'est que Miller s'est rendu compte qu'à un moment, le pédalier de 2 voitures qui étaient censées être identiques était différent. Oui. Et le mec, il leur a dit non, non, je crois pas, non. Mm. Chose qui n'était pas forcément visible à l'image. Mm. Et lui, il a dit non, ça va pas être possible. Et donc, il y a vraiment toujours. C'est ça aussi qui est agréable, je pense, c'est que le 4 soit réalisé par le même réalisateur et Mm. ça permet de garder tout son sens Mhm. et sa cohérence. Alors, on va peut-être parler de l'avenir de la franchise. T'en avais Mhm. un peu parlé du coup. Ouais, je tenais juste à dire que Nicolas Hoult, donc qui joue Oui, ouais. comment ils s'appellent ces personnages-là? Les J'ai mecs oublié. qui mangent de la Qui, peinture ouais, qui argentée. mange de la peinture argentée, exactement. Pendant le tournage, il a appris auprès d'une des maquilleurs du film, il a appris à tricoter Ouais, pendant il le a appris à tournage tricoter, pendant oui. les 7 mois de tournage en Namibie. Parce qu'il se Qui- faisait bien chier. Ouais. Ouais, sûrement. Et je Non, trouve non, c'est ça. ouais, Ouais, en mais fait, je trouve ça assez. j'avais vu l'anecdote dans une émission et il recevait justement Nicolas Hoult et il avait expliqué qu'il avait appris. Parce que, effectivement, comme tu disais, le film est tourné d'une traite Mhm. dans l'ordre, mais Ouais. du coup, Du coup, il apparaît pas. Et il expliquait qu'entre les plateaux, il, il tricotait. Ce qui en Namibie doit pas être super. Enfin, si, le désert, l'hiver, c'est très. Enfin, l'hiver, la nuit, c'est très froid. Mais après, je sais pas si ça a son utilité. Je pense qu'on va peut-être parler de l'avenir. Ouais, juste on peut dire qu'il existe une version black et chrome de ce film, qui est je sais pas si tu savais, qui a Non. en fait ils ont ressorti le film, je crois pas au cinéma, mais principalement en DVD, une version
black et chrome, donc c'est-à-dire pas noir et blanc, mais noir et dans les teintes. Parce que on n'en a pas tant parlé, mais parce que ça paraît évident aussi, mais les couleurs de ce film, enfin, c'est très particulier, c'est très orange, très bleu, et c'est c'est très beau, tu vois que c'est très travaillé. Et même d'ailleurs, ce film, avant d'être un vrai script, George Miller, il a fait des storyboards en fait. Ça a été 3500 cases, panneaux de storyboard qui ont été faits parce qu'il avait fait plus les visions des courses poursuites, voilà, que un script, et ce qu'on peut comprendre quand on sait que Tom Hardy, et quand on sait que Tom Hardy a 52 lignes de dialogue en comptant la voix off du début, quoi. Tom Hardy que j'ai trouvé vachement bien, pour le coup. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Mel Gibson n'est pas en froid avec le... Non, il a donné son aval. Ouais, et il est venu à une des avant-premières. Il était sur le tapis rouge. Donc le mec est pas du tout en froid. Non, ouais, c'est vrai que... Et c'est assez intéressant. Bon, après, ils ont pas fait de caméo. Est-ce que ça aurait eu un sens? Je sais pas. Ils voulaient le faire, mais je crois pour une raison ou une autre, ça n'a pas été possible, mais ils envisageaient de faire un caméo de base. Du coup, tu parlais donc des épisodes qui sont sur papier, qui n'existent pas à cause d'un procès avec Warner. Est-ce on a plus à dire sur ce sujet? Ou est-ce qu'on espère Parce que c'est vrai que du coup, t'as la vague impression que ça va emmener vers Furiosa en fait. C'est elle qui va devenir... Le futur de Mad Max, c'est Furiosa, on pourrait dire. Furiosa is the new Mad Max, quoi. Clairement. Je sais pas. Moi, ça m'intéresse de voir ça. Je pense que le personnage peut exister seul largement, quoi. Visiblement, là, George Miller dit qu'il veut réaliser un film avant de réaliser Mad Max 5, qui serait un film plus léger. Un cochon dans la vie. 2, il faudrait faire une suite à ce film, quand même. Tout le monde attend. Je suis sûr qu'il y a une suite à Babe, mais fait par quelqu'un d'autre. Ouais, je suis quasiment sûr. Ouais, mec, on vampirisait le... D'ailleurs, Babe, un cochon dans la ville, dans Mad Max 3, les cochons... Passion cochon pour Miller. Passion cochon qu'ils n'ont pas pu... qu'ils ont loué, je crois, j'ai pas vu j'ai vu l'anecdote où, en fait, ils les ont loués à quelqu'un parce qu'il y avait plus de 600, en fait, cochons. Et du coup, ils les ont loués à un fermier. Et à qui ils les ont rendus, je suppose, à la fin, parce qu'ils ne pouvaient pas en acheter autant, je crois. Est-ce qu'on fait pas une séquence que sont-ils devenus? Les cochons. Alors non, pas forcément, mais Mel Gibson, par exemple. Qu'est-il devenu réalisateur, notamment de Tu ne tueras point. Il est devenu triste aussi, quand même. Ouais, il me fait peur, moi. Non, mais il y a plein d'histoires. J'avoue que je connais pas vraiment l'histoire de Mel Gibson, mais il a il ça n'a pas l'air d'être quelqu'un de très sympathique. Il a fait 2-3 sorties, antisémites. C'est possible. Il est très complotiste, je crois aussi. Il est pas très chrétien. Si. Il a fait Braveheart. Ouais, et La Passion du Christ ou un truc comme ça. Et La Passion du Christ, très décriée. Ouais. En fait, je crois qu'il faudrait faire un podcast qui s'appellerait Mel Gibson. Non, mais peut-être on aura plus d'informations quand on fera notre podcast sur L'Arme Fatale. Ouh, ça annonce du bon. Ouais. Et c'est vrai que L'Arme Fatale, il joue quoi? Un fou. Ouais. Qui parle beaucoup. Ouais, qui parle beaucoup. Qui joue bien dans L'Arme Fatale. Il joue un bon rôle. Que sont-ils devenus? L'Interceptor, qui est aussi connu que Mel Gibson, non? L'Interceptor, qui a joué dans des films d'Audiard. Il est pressenti pour jouer... Batman. Pour jouer Batman, ouais. Ils savaient pas qui prendre à la place de Ben Affleck. Ils se sont dit que peut-être l'Interceptor aurait plus d'émotion, plus de charisme et d'émotion que Ben Affleck, donc on pourra la retrouver dans un registre assez différent. On a une palette d'acteurs, c'est incroyable. Donc on va conclure ce premier épisode de Saga ici.
On a été ravis de parler de Mad Max, qui est quand même dans l'ensemble, c'est Une bonne franchise. une bonne franchise, ouais, avec un gros point noir qui est Tina Turner. Ouais, en fait, c'est pas le 3 qui est nul, c'est Tina Turner, je trouve. Non, en vrai, je trouve que le 3 est nul Non, la dans son deuxième ensemble. moitié du 3. Moi, j'ai vraiment pas aimé l'ensemble du film. On enregistre 1 heure de podcast pour. Ok, on fait un spin-off de notre podcast sur exprès là-dessus. Mais ouais, non, mais sinon, Fury Road, c'est un très bon film. Non, mais vraiment, Non, je me mais- suis rendu compte que c'était vraiment très bien, et même les deux premiers. Mais je veux dire, Ouais. vraiment, Fury Road, ça m'a assez impressionné dans la réalisation, et tu vois qu'il avait les moyens d'accomplir tout ce qu'il Ouais, voulait faire, ouais. et que c'est assez impressionnant. Ouais, et que... il a été très bien classé par plein de magazines sur l'année 2015. Mm. Qui, Ouais, et ça a fait le meilleur démarrage Mm. en France, en tout cas, Ouais. de l'année, j'avais vu. Et un gros succès, et qui est maintenant considéré comme plein de gens comme leur film Mm. préféré, je crois. Ce qui est dingue, c'est que ça a quand même il a fallu attendre donc 79 à 2015, ça fait 40, 35, ça fait 35 ans. À 36 du coup, mais oui. Ouais, c'était 36 ans, il a fallu attendre 36 ans pour que certains disent c'est pas mal Mad Max quand même. Ouais, C'est un peu dommage, je trouve. Ouais, je suis un peu l'ancien, mais ouais, c'est dommage. ouais. D'accord. Bon, on conclut là-dessus, sur cette note positive, du coup. Et bon, bah, nous, on vous retrouve bientôt Pour un prochain épisode, pour un prochain épisode sur un film qu'on ne nommera pas. est-ce qu'on peut donner un indice? On peut donner un indice? Oui, vas-y, Euh, je suis sûr. Ça va pas le faire. Un indice, c'est la seule saga de ce réalisateur. C'est un bon indice, c'est très bien. Ouais, du coup, on s'arrête là-dessus. À À bientôt. bientôt! Out of the ruins, out from the wreckage, can't make the same mistake this time. We are the children, the last generation. We are the ones they left behind. And I wonder when we are ever gonna change. Living under the fear till nothing else remains. We don't need another hero. We don't need to know the way home. All we want is what's beyond the Thunderdome. Looking for something we can rely on. There's got to be something better out there. Love and compassion. That day is coming.